Les essuie-glaces raclaient le pare-brise dans un grincement qui ressemblait à un sanglot. Marie Dubois pressa la paume de sa main à plat contre le tableau de bord, se stabilisant tandis que la vieille Renault 4 frémissait en passant sur un autre nid de poule, sa suspension gémissant pour protester. Dehors, le monde s'était teinté de gris. Un ciel gris se fondant dans une route grise, des montagnes grises s'élevant de chaque côté comme les murs d'un couloir qui se rétrécissait inexorablement. L'habitacle sentait le caoutchouc humide et le café refroidi, une odeur qui s'était imprégnée dans les sièges usés au fil des années. Marie regarda les cimes acérées des Alpes, déjà saupoudrées de neige, se découpant comme des dents de squale sur le ciel bas et lourd. Elle ne semblait pas accueillante, mais menaçante, comme si la montagne elle-même voulait les rejeter. « Encore loin ?» demanda-t-elle, bien qu'elle connaisse déjà la réponse. Jean consultait la carte toutes les 15 minutes depuis qu'ils avaient dépassé le dernier village. Un hameau si petit qu'il n'avait même pas de bonne boulangerie, juste une station-service avec une enseigne peinte à la main et une femme derrière le comptoir qui les avait regardés avec un mélange de pitié et d'inquiétude, la seule de la région. Son visage buriné par le vent et le froid semblait dire « Pauvre Jean, où allez-vous comme ça ?»« Encore 60 kilomètres jusqu'au col, » dit Jean, sa voix empreinte de cette constance précautionneuse qu'il avait adoptée il y a 3 semaines, lorsque leur fille Sandrine leur avait tendu les papiers d'expulsion avec la même expression qu'elle arborait enfant en avouant avoir cassé la porcelaine de Limoges. Sauf que cette fois, il n'y avait ni excuse, ni culpabilité, juste de l'efficacité. On vous a trouvé un charmant petit endroit dans un village en Provence. Très abordable. Vous allez adorer l'air de la montagne. Marie ferma les yeux, essayant de chasser le souvenir, mais il s'imposa malgré tout, avec une clarté cruelle. La façon dont Sandrine avait arpenté la maison où Marie et Jean avaient vécu pendant 42 ans. La maison où ils avaient élevé 4 enfants, enterré 2 chiens, célébré des anniversaires et pleuré des deuils. Chaque recoin de cette maison était imprégné de leur vie, de leurs rires, de leurs larmes. Sandrine l'avait parcouru comme un expert immobilier, touchant les murs, les meubles, les photographies, calculant leur valeur en euros plutôt qu'en décennies. Le marché est en pleine effervescence en ce moment. Vous n'aurez pas de meilleure offre. Et franchement, maman, papa et toi ne pouvez plus vous permettre l'entretien. Soyez pragmatique. Pragmatique. C'était le mot préféré de Sandrine. Elle avait été pragmatique en les convainquant de lui signer une procuration, juste par précaution. Rien d'inquiétant. Elle avait été pragmatique en les aidant à regrouper leurs économies, juste pour simplifier les choses. Et elle avait été pragmatique il y a 3 semaines, lorsqu'elle était arrivée avec son frère Stéphane pour leur annoncer que la maison était vendue. Les papiers étaient signés et une charmante petite place les attendait dans un village en Provence, à 800 km de tout ce qu'ils connaissaient, dans un endroit dont ils n'avaient jamais entendu parler, avec un loyer qui absorberait la quasi-totalité de ce qui restait de la pension de Jean après que leurs enfants eurent fini de gérer leurs affaires. Le moteur chauffe encore, marmonna Jean, tirant Marie de ses pensées. Ses jointures étaient blanches sur le volant, et elle remarqua pour la première fois à quel point ses mains étaient devenues minces. Quand son mari avait-il vieilli? Quand l'homme aux larges épaules qu'il avait porté pour franchir le seuil de leur premier appartement s'était-il transformé en cette silhouette fragile, voûtée sur le volant d'une voiture à l'agonie? On devrait s'arrêter? Où? Fit-il en désignant le vide qui s'étendait dans toutes les directions. La route serpentait à travers une vallée qui aurait pu être magnifique en été, mais qui semblait maintenant désolée sous le ciel de fer. La neige poudrait les hauteurs, et les quelques arbres, dénudés et squelettiques, se dressaient contre l'horizon. Marie attrapa à l'arrière son thermos de café bien chaud, celui en argent cabossé que Jean lui avait offert pour leur 5e anniversaire, à l'époque où les cadeaux signifiaient encore plus qu'une obligation. Elle lui versa une tasse, la vapeur s'élevant dans l'air froid de la voiture. Le chauffage avait rendu l'âme vers midi. « Merci, mamie. » La voix de Jean s'adoucit, comme toujours lorsqu'il utilisait son surnom. 53 ans de mariage vivaient dans cette simple syllabe. Elle voulait lui dire que ce n'était pas sa faute, qu'ils n'auraient pas pu savoir ce que leurs enfants deviendraient. Que les décennies de sacrifices, Jean enchaînant les doubles gardes à l'usine jusqu'à ce que son dos le lâche, Marie faisant la lessive et le repassage pour d'autres jusqu'à ce que ses mains lui fassent mal n'avaient pas été vaines simplement parce que les bénéficiaires en avaient oublié le coup. Mais les mots restaient coincés dans sa gorge, étouffés par un chagrin sans forme, sans contour, sans nom. Ce n'était plus de la colère. La colère exigeait une énergie qu'elle n'avait plus. C'était quelque chose de plus profond,
quelque chose qui ressemblait à regarder sa propre maison brûler de l'intérieur. Le temps se gâte, observa Jean. Le ciel gris s'était assombri pour devenir charbonneux, et le vent s'était levé, secouant la Renault 4 de rafale soudaine qui faisait sursauter le volant dans les mains de Jean. Marie alluma la radio, mais seuls des grésillements emplirent les haut-parleurs. Ils avaient perdu la dernière station claire 1 heure auparavant, et maintenant il n'y avait plus que du bruit blanc et le fragment fantomatique occasionnel d'une voix prononçant des mots qu'elle ne pouvait comprendre. On aurait dû partir plus tôt, dit-elle, puis le regretta aussitôt. Jean avait voulu attendre, espérant un appel de leur fils, Nicolas, celui qui avait toujours été le pacificateur. Le doux qui avait tenu la main de Marie aux funérailles de sa mère en promettant qu'il serait toujours là pour eux. L'appel n'est jamais venu. Nicolas avait envoyé un SMS à la place. Bon voyage. Le nouvel endroit sera super. On se rappelle quand vous serez installés. 11 mots. 42 ans à l'aimer, et il avait réduit cela à 11 mots. Les premiers flocons apparurent juste au moment où la route commençait à grimper. Ils étaient légers au début, dansant dans les phares comme des papillons de nuit, presque jolis. Marie se souvint d'un Noël, il y a 50 ans, où elle et Jean avaient traversé une tempête de neige pour passer les fêtes avec ses parents, jeunes et insouciants, convaincus que l'amour les porterait à travers n'importe quoi. C'était le cas, supposa-t-elle. L'amour les avait portés à travers beaucoup de choses, mais l'amour ne les avait pas protégés de leurs propres enfants. Mamie, la voix de Jean était tendue. Je ne vois plus la route. Elle se pencha en avant, scrutant à travers le pare-brise. Ce qui n'était que de légères giboulées quelques minutes plus tôt s'était transformé en un rideau blanc si dense qu'il semblait solide. Les phares n'éclairaient rien d'autre qu'un chaos tourbillonnant. Une neige si épaisse qu'elle ne pouvait plus distinguer où le ciel se terminait et où le sol commençait. Arrête-toi, dit-elle. Juste le temps que ça passe. Il n'y a pas d'accotement. Je ne sais pas où. La voiture fit une embardée soudaine et Marie s'agrippa à la poignée de la portière tandis que la Renault 4 dérapait. Jean se battit avec le volant, mais les pneus avaient perdu leur adhérence sur la route verglacée, et pendant un terrible instant, ils ne firent que tourner, emportés par l'élan et la physique vers ce qui les attendait dans le blanc. La voiture s'immobilisa dans un frémissement, légèrement inclinée sur le côté. Le moteur toussa 2 fois, octa et mourut. Silence. Marie prit conscience de sa propre respiration, rapide et superficielle. À côté d'elle, Jean était assis, immobile, les mains toujours crispées sur le volant, fixant le néant devant lui. « Tu n'as rien ?» demanda-t-elle. « Non. »« Et toi ?» ?»« Non. » Jean tourna la clé. Le moteur émit un bruit d'animal malade, un gémissement strident qui monta en ton puis s'éteignit en cliquetis. Il essaya de nouveau. Même résultat. Encore. Rien. Le froid, dit-il doucement. La batterie est morte ou les conduites de carburant sont gelées ou. Il s'arrêta et Marie vit passer sur son visage quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant en toutes leurs années ensemble. Il lui fallut un moment pour le reconnaître. La défaite. Jean. Je suis désolé, mamie. Sa voix se brisa. Je suis tellement désolé. J'aurais dû faire quelque chose. Me battre plus fort. Les arrêter. J'ai laissé nos propres enfants. Il ne put finir. Marie tendit la main par-dessus la console et prit la sienne. Ses doigts étaient glacés malgré les gants fins qu'il portait. Les bons gants avaient été vendus depuis longtemps avec tout le reste de valeur. Ce n'est pas ta faute. N'est-ce pas? Il se tourna pour la regarder et elle vit des larmes perler dans ses yeux, gelant au coin. J'étais censé te protéger, subvenir à tes besoins, et maintenant nous allons mourir dans une tempête de neige sur une route au milieu de nulle part parce que je n'ai même pas pu te protéger de notre propre famille. Nous n'allons pas mourir. Mais même en le disant, Marie sentit le froid s'infiltrer dans la voiture, se frayant un chemin à travers les joints des fenêtres, les fissures du plancher, les espaces entre ses couches de vêtements. Elle pensa aux émissions de survie qu'elle avait regardées à la télévision. À l'époque où ils avaient encore la télévision. À l'époque où ils avaient encore une maison. Combien de temps pouvait-on survivre par des températures glaciales? 1 heure? 2? Le thermos de café les garderait au chaud un petit moment, mais pas assez longtemps. Loin de là. Jean attrapa son téléphone,
l'ancien modèle à clapet qu'il refusait de changer parce que les boutons étaient plus faciles pour son arthrite. Pas de réseau, bien sûr. Il l'avait perdu 30 kilomètres plus tôt. Quelqu'un viendra, dit Marie. Une autre voiture, un chasse-neige. Mais en parlant, elle savait la vérité. Ils avaient croisé peut-être 3 voitures au cours des 2 dernières heures, et c'était avant la tempête. Par ce temps, personne ne serait sur la route. Personne de sensé, en tout cas. Le froid empirait. Elle le sentait maintenant dans ses os, la douleur particulière de ses articulations arthritiques criant leur protestation. La respiration de Jean était devenue visible, de petits nuages se formant et se dissipant à chaque expiration. Le pare-brise s'embuait déjà, puis gelait, une couche de givre rampant sur la vitre depuis les bords vers l'intérieur. « Il y a une couverture dans le coffre, » dit Jean. « Le kit d'urgence. » Il voulut ouvrir sa portière, mais le vent la saisit immédiatement, manquant de la lui arracher des mains. La neige s'engouffra, portée par un air si froid qu'il semblait solide. Il la referma, tremblant. « Je vais la chercher, » dit Marie. « Non, absolument pas. Jean, tu sens à peine tes mains. Je serai plus rapide. » Avant qu'il ne puisse argumenter, elle était hors de la voiture, immédiatement avalée par le blanc. Le vent la frappa comme une force physique, projetant de la neige dans ses yeux, son nez, sa bouche. Elle ne pouvait pas voir le coffre, ne pouvait rien voir. Elle garda une main sur la voiture, l'utilisant comme guide, se traînant vers l'arrière. Son pied buta sur quelque chose, une pierre, le bord de la route, et elle trébucha, perdant le contact avec la voiture pendant un moment terrifiant. Du blanc dans toutes les directions. Pas de haut, pas de bas, aucune idée de sa position par rapport à quoi que ce soit. Marie. Elle suivit le son de la voix de Jean, les mains tendues jusqu'à ce qu'elle touche du métal froid. Le coffre. Elle tâtonna le loquet, ses doigts maladroits et engourdis. Finalement, il s'ouvrit, et elle attrapa la première chose qu'elle toucha, la vieille couverture en laine qu'il gardait pour les urgences, une couverture qui sentait légèrement la naphtaline et le coffre en cèdre où ils l'avaient rangé pendant des années avant que leurs enfants ne vendent cela aussi. Elle revenait le long de la voiture quand elle l'entendit. Un gémissement. Faible, presque perdu dans le hurlement du vent, mais indubitable. Marie se figea. Le son se fit de nouveau entendre, aigu et plaintif, venant de quelque part sur sa gauche. Un son animal, un son de douleur. Allô ? Le mot était absurde, qui disait allô à un bruit dans un blizzard, mais il lui échappa quand même, un instinct l'emportant sur la raison. Un instant, rien. Puis, émergeant du mur de blanc, elle le vit. Un chien, aux poils dorés emmêlés de glace et de neige, se déplaçant lentement, lourdement, favorisant sa patte avant gauche. Il boitait vers elle, et même à travers la tempête, même dans le chaos du vent et du froid, elle pouvait voir ses yeux fixés sur elle avec une intensité qui semblait presque humaine. Le chien s'arrêta à quelques mètres, frissonnant violemment. Le sang colorait la neige autour de sa patte, un rouge artériel vif qui se détachait sur le blanc comme une blessure dans le monde lui-même. « Oh, ma pauvre bête !» souffla Marie. « Oh, pauvre petite chose !» Le chien, un golden retriever que Marie pouvait voir maintenant, avec une large poitrine et des yeux intelligents, fit un autre pas vers elle, puis s'assit lourdement dans la neige, comme si l'effort de se tenir debout était simplement devenu trop grand. « Jean !» appela Marie. « Jean, il y a un chien. » Elle entendit la portière de la voiture s'ouvrir, entendit les pas traînants de son mari dans la neige. Il apparut à côté d'elle, ses yeux s'écarquillant en voyant l'animal. « Mon Dieu, il est blessé. Regarde sa patte. » Le retriever les observait tous les deux, ne faisant aucun mouvement pour fuir. Même blessé, même gelé, ils se tenaient avec une sorte de dignité qui serra le cœur de Marie. Elle pensa à leur propre chien, Benny et Scout, morts depuis des années et enterrés dans le jardin de la maison qui ne leur appartenait plus. « Il faut le mettre dans la voiture, » dit-elle. « Il faut l'aider. Mamie, on peut à peine s'aider nous-mêmes. » Mais Jean s'avançait déjà, les mains tendues. Le chien ne broncha pas, ne grogna pas. Il se contenta de regarder, ses yeux bruns dorés suivant l'approche de Jean avec ce qui ressemblait à de l'attente. « Doucement, maintenant, » murmura Jean, de la même manière qu'ils murmuraient à leurs propres animaux. « Doucement, mon grand. On ne va pas te faire de mal. » Il s'agenouilla dans la neige. Plus tard, Marie s'émerveillerait de cela,
de son mari de 73 ans, avec ses genoux douloureux, s'agenouillant dans un blizzard pour un chien étranger, et soulevant doucement le retriever. L'animal était lourd, peut-être 30 kilos, mais Jean le porta jusqu'à la voiture avec une force que Marie ne lui avait pas vue depuis des années. Ils installèrent le chien sur la banquette arrière, enveloppé dans la couverture d'urgence. Marie monta à côté de lui, et Jean retourna au volant, bien que le moteur soit resté mort, la voiture n'étant plus qu'une coquille de métal contre la tempête. « Laisse-moi voir la patte, dit doucement Marie. Le retriever la laissa l'examiner, grimaçant à peine lorsqu'elle essuya délicatement le sang avec un coin de la couverture. La coupure était profonde du verre peut-être, ou une pierre tranchante mais nette. « Il lui faut des points de suture, dit-elle. Et de la chaleur et de la nourriture. » Elle rit, un son légèrement hystérique. Comme nous. Le chien tourna la tête et la regarda. Puis, lentement, délibérément, il se tourna vers la fenêtre, fixant la tempête avec cette même étrange intensité. « Jean, dit Marie. Il regarde quelque chose. Il regarde la neige. C'est tout ce qu'il y a. » Mais le chien gémit, s'agita, pressa son nez contre la vitre. Puis il regarda de nouveau Marie, puis la fenêtre. « Je crois qu'il veut qu'on le suive. C'est de la folie. Je sais. On ne peut pas sortir. On va mourir. On mourra si on reste ici aussi. » Les mots restèrent suspendus entre eux, simples et terribles. Ils savaient tous les deux que c'était vrai. Le froid était déjà en train de gagner, s'insinuant dans leur corps, ralentissant leur cœur, épaississant leur sang. Il leur restait peut-être 1 heure, peut-être moins. Le chien gémit à nouveau, plus urgemment maintenant. Il lutta pour se lever malgré sa patte blessée, pressant contre la portière. Jean se tourna pour regarder sa femme. Dans la pénombre, il pouvait voir la peur dans ses yeux, mais aussi autre chose. Une question. « Mamie. Si c'est comme ça que ça se termine, alors ne finissons pas recroquevillés dans une voiture morte. » Sa voix était plus forte qu'elle ne s'y attendait. « Partons en nous battant. Suivons le chien. » Il la fixa un long moment. Puis, incroyablement, il sourit. Le même sourire qu'il lui avait offert 53 ans plus tôt quand elle avait accepté de l'épouser. Le sourire qui disait, quoi qu'il arrive, nous sommes là-dedans ensemble. Tu as toujours eu un faible pour les égarés, dit-il. Ils s'emmitouflèrent du mieux qu'ils purent, la couverture déchirée en deux, enroulée autour de leurs épaules, les bras liés. Jean aida le chien à sortir de la voiture, et il resta un instant debout, testant sa patte blessée. Puis, avec une détermination qui semblait presque féroce, il commença à marcher. Pas sur la route, pas en arrière, mais dans le blanc, dans la tempête, vers quelque chose que Marie ne pouvait pas voir, mais qu'elle pouvait en quelque sorte sentir, attendant dans l'obscurité au-delà de la neige. « Reste près de moi, dit Jean. »« Toujours, répondit-elle. Et ils suivirent le chien dans le blizzard. Le froid cessa d'être du froid après un moment. Il devint autre chose. Une présence, un poids, une lente effacement de la sensation qui commença aux doigts et aux orteils de Marie et progressa vers l'intérieur. Elle ne sentait plus ses pieds. Ne sentait plus grand-chose, sauf le bras de Jean accroché au sien et la vague forme dorée du chien se déplaçant dans le blanc devant eux. Ils marchaient depuis ce qui semblait être des heures, mais qui n'était probablement que 20 ou 30 minutes. Le temps avait perdu son sens dans le blizzard, réduit au simple rythme d'un pas, puis d'un autre, puis d'un autre. Le chien ne regarda jamais en arrière, n'hésita jamais. Il se déplaçait avec détermination, boitant, mais résolu, comme s'il savait exactement où il allait et qu'il y arriverait même s'il devait se traîner tout le long du chemin. « Mamie. » La voix de Jean était faible, à peine audible par-dessus le vent. « Mamie, j'ai besoin de me reposer. Juste un peu plus loin. Je ne sens plus mes jambes. » Elle s'arrêta, se tournant pour le regarder. Dans la faible lumière filtrant à travers la tempête, son visage était gris. Ses lèvres teintées de bleu. La neige s'était accumulée dans ses sourcils, dans les plis de son visage, le transformant en quelque chose qui semblait sculpté dans la glace. « Appuie-toi sur moi. Je vais t'entraîner vers le bas. Alors nous tomberons ensemble. » Il essaya de sourire, mais n'y parvint pas tout à fait. Son poids bascula contre elle, plus lourd qu'il ne l'avait été, et elle réalisa avec une pointe de terreur glaciale qu'il s'éteignait. Jean, son roc,
sa constante depuis plus d'un demi-siècle, lui échappait dans ce vide blanc, et elle ne pouvait rien faire pour l'arrêter. Le chien s'était arrêté. Il se tenait à quelques mètres devant, les observant, sa fourrure dorée presque invisible contre la neige. Il gémit une fois, un son d'impatience ou d'inquiétude, Marie ne pouvait le dire. On arrive, lui dit-elle, sachant que c'était absurde, de parler à un chien comme s'il pouvait comprendre. Donne-nous juste un instant. Mais le retriever ne leur donna pas un instant. Au lieu de cela, il revint, pressant son corps contre les jambes de Jean, prêtant sa chaleur, son soutien. Et puis il repartit, plus lentement cette fois, s'adaptant à leur pénible progression dans la neige de plus en plus profonde. Marie avait cessé de prier il y a des années. À peu près au moment où Sandrine avait commencé à gérer leurs finances et où les factures avaient commencé à se perdre. À peu près au moment où elle avait réalisé que ses enfants la voyaient non pas comme une mère, mais comme un obstacle à gérer. Mais elle se retrouva à prier maintenant, non pas avec des mots, mais avec un sentiment, une quête désespérée vers quelque chose de plus grand que la tempête, plus grand que le froid, plus grand que la terrible petitesse de deux personnes âgées mourant sur une route de montagne. S'il vous plaît, pas comme ça. Pas encore. Le chien aboya. C'était le premier son autre que le vent et leur propre respiration laborieuse, et il trancha le blanc comme une lame. Marie leva la tête, plissant les yeux dans la tempête, et les vit. Des grilles. Des grilles en fer, massives et ornées, émergeant du blizzard comme une hallucination. Elles étaient ouvertes, grandes ouvertes comme si elles attendaient, et au-delà, des lumières. De vraies lumières, chaudes et dorées, perçant l'obscurité. Jean, sa voix se brisa. Jean, regarde. Il leva la tête lentement, avec l'effort d'un homme soulevant un rocher. Ses yeux s'écarquillèrent. Le chien était déjà passé par les grilles, se déplaçant plus vite maintenant malgré son boitement, se dirigeant vers les lumières avec la certitude d'une créature rentrant chez elle. Et, chez soi, réalisa Marie alors qu'il suivait, trébuchant à travers les grilles et montant un chemin qui avait été déneigé, récemment déneigé, remarqua-t-elle, les bords encore nets et frais, c'était exactement ce que c'était. Une maison. Non, un château isolé, plus grand que tout ce que Marie avait jamais vu en dehors des magazines. Il s'élevait sur 3 étages contre le ciel sombre, ses fenêtres flamboyant de lumière chaude, des murs de pierre couverts de lierre même en hiver. Une entrée à colonnes qui n'aurait pas semblé déplacée dans un film d'époque. De la fumée s'échappait de plusieurs cheminées. Et à mesure qu'ils approchaient, Marie pouvait la sentir. La fumée de bois, riche et réelle. L'odeur de la chaleur, de la sécurité, de la vie. Le chien bondit sur les marches du perron, puis se retourna et aboya de nouveau, comme pour dire « Dépêchez-vous, dépêchez-vous. Vous y êtes presque. » Ils gravirent les marches ensemble, Jean s'appuyant si lourdement sur Marie qu'elle ne savait plus qui portait qui. La porte d'entrée, en chêne massif avec des ferrures qui semblaient plus vieilles que le pays, se dressait devant eux. Marie leva la main pour frapper. La porte s'ouvrit en grand avant que ses doigts ne touchent le bois. La lumière jaillit, aveuglante après l'obscurité de la tempête. La chaleur la frappa comme une force physique, et elle chancela, submergée par l'absence soudaine de froid. À travers des yeux larmoyants, elle vit des silhouettes, des gens se déplaçant vers eux, des mains se tendant. Mon Dieu, ils sont à moitié gelés. Apportez des couvertures, vite. Que quelqu'un appelle le docteur Bernard Martin. Est-ce que c'est vraiment eux? La dernière voix trancha le chaos, différente des autres. Pas alarmée, pas urgente. Étonnée. Marie cligna des yeux, sa vision s'éclaircissant, et se retrouva à regarder une femme dans la cinquantaine, vêtue de l'uniforme impeccable du personnel de maison, son visage figé dans une expression que Marie ne pouvait pas tout à fait déchiffrer. Derrière elle, d'autres membres du personnel avaient arrêté ce qu'ils faisaient, apportant des couvertures, fermant les portes, et regardaient Marie et Jean avec la même expression étrange. Pas comme des étrangers. Comme des gens qu'ils attendaient. Madame Dubois? La femme en uniforme parla avec précaution, comme si elle avait peur de la réponse. Est-ce vraiment vous? Marie ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Elle ne comprenait pas. Ne pouvait pas comprendre. Cette femme connaissait son nom. Cette étrangère dans ce château impossible au milieu d'un blizzard connaissait son nom. Qui? Commença Jean. Mais l'effort était trop grand.
Ses jambes fléchirent et il serait tombé si 2 membres du personnel ne l'avaient pas rattrapé, l'asseyant sur un banc apparu de nulle part, l'enveloppant de couvertures qui semblaient se matérialiser de l'air. Le chien. Marie avait oublié le chien. Il passa devant tout le monde et disparut dans la maison, boitant mais déterminé, comme si sa tâche était accomplie et qu'il y avait d'autres affaires à régler. « S'il vous plaît, réussit à dire Marie. Je ne comprends pas ce qui se passe. » La femme en uniforme ou une gouvernante, pensa Marie, bien que le mot semblât inadéquat pour cet endroit où lui prit doucement les mains. Sa prise était chaude, solide, réelle. « Madame Dubois, vous êtes en sécurité maintenant. Tous les deux, vous êtes en sécurité. » Ses yeux brillèrent. « Il vous cherche depuis si longtemps. Quand Scout est rentré seul, nous avons pensé. Nous avons craint le pire. » Scout ? Le chien. Il sortait tous les jours depuis une semaine, il cherchait. Nous ne savions pas ce qu'il cherchait. Jusqu'à maintenant. Un homme apparut au coude de la femme, plus âgé, aux cheveux gris, avec l'allure de quelqu'un habitué à l'autorité. Un médecin, réalisa Marie, alors qu'il se penchait pour vérifier le pouls de Jean, ses pupilles, la couleur de ses ongles. Hypothermie modérée, annonça-t-il. Tous les deux. Nous devons les réchauffer lentement. Boisson chaude, pas d'eau chaude. Couverture, pas de bouillotte. Monique, préparez la suite. Et que quelqu'un dise à Monsieur Beaumont que ses invités sont arrivés. Ses invités. Marie sentit les mots se poser dans sa poitrine comme une pierre. Elle n'était pas une invitée. Elle était une intruse, une réfugiée de la tempête, une vieille femme qui avait suivi un chien jusqu'à la porte d'un inconnu, n'est-ce pas? Je suis désolée, dit-elle à la pièce en général, à personne en particulier. Nous ne voulions pas nous imposer. Notre voiture est tombée en panne et le chien, votre chien. Nous ne savions pas où aller d'autre. La gouvernante, Monique Lefebvre, lui serra de nouveau les mains. Madame Dubois, vous ne vous imposez pas. C'est exactement là que vous êtes censée être. Elle fit une pause et quelque chose passa sur son visage. De l'hésitation peut-être, ou le poids d'une information trop lourde à partager d'un seul coup. Monsieur Beaumont essaie de vous trouver depuis 3 ans. La suite s'avéra plus grande que tout l'appartement vers lequel Marie et Jean se dirigeaient. Le charmant petit endroit en Provence que leurs enfants avaient choisi pour eux. 2 chambres reliées par un salon avec une cheminée qui crépitait déjà. Des tapis épais sous les pieds, de lourds rideaux tirés contre la tempête qui faisait encore rage dehors. On leur avait donné des vêtements secs, des pyjamas chauds en flanelle, des chaussettes en laine, des robes de chambre si douces que Marie faillit pleurer en enfilant la sienne. Le médecin les avait examinés tous les 2 à fond, les avait déclarés chanceux d'être en vie, et avait ordonné du repos, des liquides et de la nourriture. La nourriture était arrivée en moins d'1 heure. Pas un plateau repas d'hôpital, ni des portions de maison de retraite, mais de la vraie nourriture, du poulet rôti et des légumes, du pain frais avec du beurre, une soupe maison qui semblait faite par une grand-mère. Marie et Jean étaient assis dans le salon, leurs assiettes en équilibre sur leurs genoux, mangeant en silence parce qu'il n'y avait pas de mots pour ce qui s'était passé. Aucun cadre pour comprendre où ils étaient ni comment ils y étaient arrivés. Le chien, Scout, avait réapparu pendant qu'ils mangeaient. Sa patte avait été bandée professionnellement, à vue d'œil, et il était maintenant couché sur un tapis près de la cheminée, les observant avec ses yeux dorés intelligents. Toutes les quelques minutes, il regardait vers la porte, puis de nouveau vers eux, comme s'il attendait quelque chose. « Ce chien nous a sauvé la vie », dit finalement Jean. C'était la première phrase complète qu'il prononçait depuis leur arrivée. « Je sais. » Il savait où aller. Il savait que nous avions besoin d'aide. « Je sais, Jean. » Il posa son assiette, le visage grave. « Cette femme connaissait ton nom. » Comment connaissait-elle ton nom? Avant que Marie ne puisse répondre non, quelle est une réponse, on frappa doucement à la porte. Monique entra, son expression prudente. « Je suis désolé de vous déranger. Vous devriez vous reposer. Mais Monsieur Beaumont a demandé s'il pouvait vous parler, si vous vous sentez assez bien. Je lui ai dit que cela pouvait attendre demain matin, mais il a été très insistant. » Monsieur Beaumont? La voix de Jean s'aiguisa. Qui est Monsieur Beaumont? Le propriétaire de cette maison. Monique fit une pause. Il n'est pas bien, j'ai bien peur. Il n'est pas bien depuis un certain temps.
Mais il attend cette conversation depuis des années. Et je pense, elle s'arrêta, semblant choisir ses mots avec soin, je pense que cela pourrait vous aider d'entendre ce qu'il a à dire. Marie regarda Jean. Dans ses yeux, elle vit sa propre confusion, sa propre peur, son propre besoin désespéré de comprendre. Mais elle vit aussi autre chose. La même obstination qu'il avait portée à travers un travail en usine qui avait brisé son corps, à travers l'éducation de 4 enfants avec pas assez d'argent, à travers le spectacle de ces enfants devenant des étrangers qui volaient leur sécurité et appelaient ça de l'amour. Nous le verrons, dit Marie. Monique hocha la tête, sans surprise. Je vais vous conduire à lui. Ils traversèrent des couloirs qui semblaient s'étendre à l'infini, passant devant des tableaux qui coûtaient probablement plus que ce que Marie avait gagné dans toute sa vie, devant des pièces remplies de livres, d'art et de meubles qui semblaient appartenir à des musées. Scout marchait avec eux, se pressant contre la jambe de Marie, une présence chaude dans la grandeur froide. « Depuis combien de temps Monsieur Beaumont vit-il ici » demanda Jean. « Près de 40 ans, répondit Monique. Il a construit la majeure partie lui-même. Pas physiquement, bien sûr, mais il l'a conçue. A supervisé chaque détail. Cette maison est l'œuvre de sa vie. » Elle s'arrêta devant une porte. En chêne lourd comme l'entrée principale, mais plus petite, plus privée. Il est ici. Je dois vous avertir, il est très malade. Les médecins disent que cela pourrait être une question de jours, ou de mois. Personne ne sait. Mais son esprit est toujours vif. Quoi qu'il vous dise, s'il vous plaît, croyez qu'il pense chaque mot. Elle ouvrit la porte. La pièce au-delà était un bureau, tapissé de livres, chauffé par une autre cheminée, éclairé par des lampes douces qui projetaient une lumière ambrée sur tout. Un lit d'hôpital avait été installé près des fenêtres, incongru dans l'espace élégant, et dedans était allongé un homme. Il était vieux, plus vieux que Jean, supposa Marie, bien que la maladie rende ces choses difficiles à juger. Mince, fragile, sa peau presque translucide contre les draps blancs. Mais ses yeux. Ses yeux étaient vivants, brillants d'une intensité qui coupa le souffle de Marie. Scout s'élança, sautant sur le lit avec une grâce qui démentait sa blessure, s'installant à côté du vieil homme avec un soupir de contentement. La main de l'homme, tremblant légèrement, trouva la tête du chien et la caressa doucement. « Tu les as trouvés » murmura-t-il à Scout. « Tu les as vraiment trouvés. » Puis il leva les yeux et son regard croisa celui de Marie, et elle sentit quelque chose bouger dans sa poitrine, une reconnaissance qu'elle ne comprenait pas, un lien qu'elle ne pouvait expliquer. « Madame Dubois, dit-il, Monsieur Dubois, s'il vous plaît, asseyez-vous. Nous avons beaucoup de choses à nous dire, et je crains de ne pas avoir beaucoup de temps pour le faire. » Ils s'assirent dans des fauteuils qui avaient été placés près du lit, clairement en prévision de cette rencontre. De près, l'homme semblait encore plus fragile, mais sa voix était stable, son regard inébranlable. « Mon nom est Pierre Beaumont. Il y a 62 ans, j'ai fait quelque chose d'impardonnable. J'ai passé chaque jour depuis à essayer de me racheter, et maintenant, grâce à un blizzard et à un chien très déterminé, j'ai enfin la chance. » Il fit une pause, prenant une profonde inspiration. Sur le lit, Scout observait son maître avec une expression qui semblait presque inquiète. « Madame Dubois. Marie. Votre père vous a-t-il déjà parlé de son associé? Celui qui a disparu en 1962 » Marie sentit le sang quitter son visage. « Comment savez-vous cela? » Parce que j'étais son associé. La voix de Pierre Beaumont se brisa. « Et parce que c'est moi qui l'ai détruit. » L'histoire sortit lentement, douloureusement, comme le sang d'une blessure qui n'avait jamais vraiment guéri. Il y a 62 ans, Pierre Beaumont et Robert Mercier étaient de jeunes hommes avec un rêve. Ils avaient créé ensemble une petite entreprise de fabrication, mettant en commun leurs économies, travaillant 18 heures par jour, construisant quelque chose à partir de rien. Ils avaient été des frères en tout sauf de sang. Et puis Pierre l'avait trahi. Il y a eu une opportunité, dit Pierre, ses yeux fixés sur un point au-delà de la pièce, au-delà du présent. Un contrat qui nous aurait rendus riches. Mais il nécessitait un capital que nous n'avions pas. Un homme est venu me voir, un homme avec de l'argent et sans scrupules, et m'a offert de financer l'expansion. Mais il voulait que Robert parte. Il disait que Robert était trop honnête, trop intègre. Qu'il n'accepterait jamais les compromis que nous devions faire. Il s'arrêta, et dans le silence,
Marie pouvait entendre la tempête qui faisait encore rage dehors, étouffée mais implacable. Je me suis dit que c'était pour le mieux. Que Robert comprendrait un jour. Que l'argent serait suffisant pour le dédommager d'eux. La voix de Pierre se cassa. J'ai imité sa signature sur des papiers qui transféraient ses parts à mon nom. J'ai pris tout ce qu'il avait construit, tout ce pour quoi il avait travaillé, et je me suis dit que c'était les affaires. Mon père a tout perdu, dit Marie, et les mots sortirent plats, mort, porteur de 50 ans de chagrin. Il est rentré un jour et a dit à ma mère que son associé lui avait volé l'entreprise. Il ne s'en est jamais remis. Il est mort 2 ans plus tard. Les médecins ont parlé d'une crise cardiaque, mais ma mère a toujours dit qu'il était mort de chagrin. Je sais. Des larmes coulaient sur les joues ridées de Pierre Beaumont. Je sais ce que je lui ai fait. Je l'ai su chaque jour depuis. L'argent est arrivé, comme l'homme l'avait promis. Plus d'argent que je n'en avais jamais rêvé. Mais c'était de l'argent sale, et il a empoisonné tout ce qu'il a touché. Scout gémit doucement, se pressant plus près de son maître. La main de Pierre continua sa caresse rythmique, puisant du réconfort dans la chaleur du chien. J'ai essayé de retrouver votre famille. Pendant des décennies, j'ai essayé. Mais votre mère a déménagé après la mort de votre père, et elle a changé de nom. Et vous? Il regarda Marie avec une expression qui était à la fois désespérée et pleine d'espoir. Vous êtes devenue Marie Dubois au lieu de Marie Mercier quand vous vous êtes mariée. J'ai perdu la piste. Alors comment? Un détective privé. Un bon, qui a cherché pendant 2 ans avant de vous trouver enfin. Je vous ai écrit, Madame Dubois. Des dizaines de lettres. J'ai appelé chez vous, chez vos enfants. J'ai envoyé des messagers avec des documents certifiés expliquant ce que je voulais faire. La pièce sembla basculer. Marie s'agrippa au bras de son fauteuil pour se stabiliser. Je n'ai jamais reçu de lettre, dit-elle lentement. Ni d'appel, ni de messager. Pierre hocha la tête et son expression se durcit légèrement. C'est ce que je soupçonnais. Après que mon détective vous ait finalement localisé l'année dernière, il a fait des recherches supplémentaires sur votre situation financière, vos conditions de vie, votre dynamique familiale. Il fit une pause. Vos enfants, Madame Dubois, ont été très prudents pour contrôler toutes les communications qui vous parviennent. J'en ai mis un son, pas tout à fait un mot. Quelque chose de brut et de plus douloureux. Les lettres, continua Pierre, ont d'abord été envoyées aux adresses de vos enfants, à leur demande. Ils ont dit qu'ils voulaient vérifier mes affirmations avant de vous inquiéter avec de potentielles arnaques. Ils ne les ont jamais transmises. Les appels ont été interceptés. Les messagers ont été renvoyés. Pourquoi? La voix de Marie était à peine un murmure. Pourquoi ferait-il ça? À cause de ce que j'offrais. Pierre Beaumont la regarda avec une tristesse infinie. Je voulais réparer mes torts. Je voulais rendre ce que j'ai volé à votre père, plus 60 ans d'intérêt et de croissance. L'entreprise que j'ai bâtie avec de l'argent sale est devenue très précieuse, Madame Dubois, et je n'ai pas de famille, pas d'héritier, personne à qui la laisser. Il tendit la main vers la table de chevet, ses doigts fins se refermant sur un dossier épais. Vos enfants savaient que j'avais l'intention de tout laisser à cette maison, l'entreprise, tout aux descendants de Robert Mercier. À vous. Il lui tendit le dossier. Ils ont caché mes tentatives de vous contacter parce qu'ils avaient peur. Peur que vous acceptiez et que leur contrôle sur votre pension, vos économies, vos vies, prenne fin. Marie prit le dossier avec des doigts engourdis. À l'intérieur, elle vit des documents juridiques, des relevés financiers, des lettres datées de plusieurs années, des lettres qui lui étaient adressées, ouvertes et refermées avec des notes manuscrites dans les marges qu'elle reconnut. L'écriture précise de Sandrine, le griffonnage hâtif de Stéphane. Ne pas transférer. Potentielle arnaque aux personnes âgées. Original détruit, copie conservée pour les archives. Papa pose des questions. Je lui ai dit que c'était du courrier indésirable. Ses enfants savaient depuis des années. Ses enfants savaient que quelqu'un essayait de la joindre, essayait de lui donner la vie que son père aurait dû avoir, et il l'avait cachée. Il l'avait volée aussi sûrement que Pierre Beaumont avait volé son père, et il l'avait fait en souriant, en l'embrassant au revoir, en l'envoyant mourir dans un chalet à la montagne, avec rien d'autre qu'une pension qu'il contrôlait. Le dossier glissa de ses mains, les papiers s'éparpillant sur le sol. Et Marie Dubois,
qui n'avait pas pleuré quand ses enfants lui avaient pris sa maison, qui n'avait pas pleuré quand le corps de son mari avait défailli dans la neige, qui n'avait pas pleuré depuis des décennies parce que les larmes étaient un luxe qu'elle ne pouvait pas se permettre. Marie Dubois se mit à pleurer. Jean la serra dans ses bras pendant qu'elle pleurait. Il ne parla pas. Il n'y avait pas de mots pour cela, pas de réconfort adéquat pour la blessure qui venait d'être ouverte. Mais ses bras étaient autour d'elle, solides et chauds, les mêmes bras qu'il avait tenus pendant les accouchements et les funérailles, et chaque petit chagrin entre les deux. Marie enfouit son visage dans son épaule et laissa 50 ans de larmes non versées finalement couler. Sur le lit, Pierre Beaumont regardait en silence, ses propres larmes encore humides sur ses joues. Scout s'était déplacé au pied du lit, sa tête dorée reposant sur ses pattes, les yeux passant de la femme en pleurs à son maître mourant, comme s'il comprenait que quelque chose de profond et de douloureux se passait, quelque chose qui dépassait le pouvoir d'un chien de réparer. Monique apparut à un moment donné, Marie ne sut quand, et ramassa tranquillement les papiers éparpillés, les replaçant dans le dossier avec le respect prudent de quelqu'un manipulant des textes sacrés. Elle posa une boîte de mouchoirs sur la table à côté du fauteuil de Marie, versa des verres d'eau pour tout le monde, puis se retira dans un coin de la pièce, présente mais discrète. Quand les larmes de Marie se calmèrent enfin, quand sa respiration se stabilisa et qu'elle put lever la tête sans avoir l'impression que le monde allait s'effondrer, elle trouva Pierre qui la regardait avec une expression qu'elle ne pouvait pas tout à fait nommer. « Je suis désolé, dit-il. Je suis désolé pour ce que j'ai fait à votre père. Je suis désolé pour ce que vos enfants vous ont fait. Je suis désolé que mes tentatives de réparation vous aient causé plus de douleur. Ce n'est pas votre faute. » Les mots sortirent, éraillés. Ce qu'ils ont fait. Ce que Sandrine et Stéphane. Et elle ne put finir, ne put dire leur nom sans sentir quelque chose se déchirer en elle. Nicolas aussi, dit doucement Jean. Sa voix était stable, mais Marie sentit la tension dans son corps, la façon dont ses muscles s'étaient raidis. Nicolas savait. Il devait savoir. Ils partagent tout. Ils planifient tout ensemble. Et Chloé ? Demanda Marie, pensant à leur plus jeune, la discrète, celle qui avait toujours semblé un peu à l'écart des manigances de ses frères et sœurs. Jean resta silencieux un moment. Je ne sais pas. Peut-être. Peut-être pas. Chloé a cessé de venir aux réunions de famille il y a 2 ans. Tu te souviens ? Elle et Sandrine se sont disputées et puis elle a simplement disparu. Marie s'en souvenait. Elle avait été blessée par l'absence de Chloé, confuse par cette soudaine distance. Sandrine l'avait justifié. Chloé est occupée. Chloé traverse une période difficile. Chloé finira par revenir. Mais Chloé n'était pas revenue. Et finalement, Marie avait cessé de demander, parce que demander semblait mettre Sandrine en colère. Et mettre Sandrine en colère avait des conséquences. Des conséquences comme perdre leur maison, comme être expédié pour mourir dans un chalet de montagne, comme ne jamais savoir qu'un étranger essayait de les sauver depuis des années. Les lettres, dit-elle en se tournant vers Pierre. Combien en avez-vous envoyé ? 47. Sa voix était factuelle, mais elle pouvait entendre le poids derrière elle. 47 lettres en 3 ans, plus les appels téléphoniques. Mon assistante a tenu un registre. 112 tentatives de vous joindre par téléphone. 17 documents certifiés nécessitant une confirmation de signature. Tous retournés, signés par vos enfants en votre nom. Ils ont imité nos signatures. La voix de Jean était plate. Ils ont imité nos signatures sur des documents légaux. C'est ce que je soupçonnais. Mes avocats l'ont confirmé il y a 6 mois, lorsque l'analyse graphologique est revenue. C'est à ce moment-là que j'ai engagé un deuxième détective. Non pas pour vous trouver, mais pour comprendre pourquoi vous ne répondiez pas. Ce qu'il a découvert était. Pierre fit une pause, semblant chercher le mot juste. Systématique. Il fit un geste à Monique, qui apporta un deuxième dossier, plus épais que le premier. Vos enfants gèrent vos affaires depuis près d'une décennie, n'est-ce pas ? Procuration, compte consolidé, gestion de votre correspondance et de vos factures. Marie hocha lentement la tête. Cela avait semblé si raisonnable à l'époque. Sandrine avait expliqué que cela simplifierait tout, que les personnes âgées étaient des cibles pour les arnaques et la fraude, qu'avoir une surveillance familiale était juste du bon sens. Et Marie, épuisée par les problèmes de santé de Jean et ses propres factures médicales croissantes, avait accepté.
Quel mal cela pouvait-il faire de laisser ses enfants aider? Pendant ce temps, continua Pierre, ils ont détourné environ 60% de vos paiements de pension vers des comptes qu'ils contrôlent. Ils ont vendu des biens personnels, des bijoux, des meubles, la collection d'outils de votre mari et ont gardé les profits. Ils ont contracté des prêts à vos noms, utilisant votre maison comme garantie, et non pas remboursés. La vente de votre maison n'était pas volontaire, Madame Dubois. C'était une saisie immobilière initiée par la banque lorsque ces prêts n'ont pas été payés. La pièce bascula de nouveau. Marie serra la main de Jean si fort que ses jointures blanchirent. Ils nous ont dit. Commença Jean, puis s'arrêta. Ils nous ont dit que le marché était bon, que nous devions vendre tant que nous pouvions obtenir un bon prix. Le marché n'avait rien à voir avec ça. Votre maison a été saisie, et vos enfants se sont positionnés pour récupérer le peu de capital restant après que la banque a pris sa part, ce qui, grâce au prêt, n'était pas grand-chose. Le charmant petit endroit en Provence qu'ils vous ont trouvé. C'est une propriété appartenant à une société dans laquelle votre fils Stéphane détient une participation de 40%. Le loyer que vous auriez payé, la majeure partie de vos revenus restants, serait allé directement dans sa poche. Marie pensa qu'elle allait être malade. La pièce tournait devant ses yeux et elle dut les fermer, se concentrer sur sa respiration. Sur la sensation de la main de Jean dans la sienne, sur le crépitement du feu et le son de la tempête dehors, des choses réelles, solides, des ancres contre le vertige de découvrir que tout ce qu'elle avait cru de ses enfants était un mensonge. Pourquoi? Le mot sortit, brisé. Nous leur avons tout donné. Nous avons tout sacrifié pour eux. Jean a travaillé jusqu'à ce que son corps lâche. J'ai fait la lessive jusqu'à ce que mes mains se fissurent et saignent. Nous nous sommes privés pour qu'ils puissent avoir. Comment ont-ils pu? Elle ne put finir. J'aimerais avoir une réponse, dit doucement Pierre. J'ai passé 60 ans à me demander comment j'avais pu trahir l'homme qui me faisait le plus confiance. Je ne le comprends toujours pas entièrement. La cupidité est une sorte de folie, Madame Dubois. Elle vous convainc que ce que vous voulez est plus important que ceux que vous blessez. Elle vous dit que les gens que vous volez ne souffriront pas vraiment, ou qu'ils feraient la même chose, ou que vous arrangerez les choses plus tard, quand vous aurez assez. Ses yeux se tournèrent vers la fenêtre où la tempête faisait encore rage, la neige s'accumulant contre la vitre. Il n'y en a jamais assez, continua-t-il. C'est ce que j'ai appris trop tard. J'ai construit cette maison, cette fortune, cet empire de culpabilité, et rien de tout cela n'a comblé le vide que la trahison de Robert a laissé en moi. J'essaie de tout donner depuis 20 ans à des œuvres de charité, à des fondations, à quiconque pourrait en faire bon usage. Mais ça continuait de croître, de se multiplier, comme si l'univers se moquait de moi avec une abondance que je ne méritais pas. Scout leva la tête, gémissant doucement. La main de Pierre retrouva la fourrure du chien, puisant du réconfort. Quand mon détective a enfin trouvé votre piste, j'ai pensé, enfin. Enfin, je peux réparer les choses. Je peux donner à la fille de Robert la vie qu'il aurait dû avoir, la sécurité qu'il méritait. Je peux mourir en sachant que j'ai fait une bonne chose avec tout cet argent sale. Il rit, mais il n'y avait pas d'humour dedans. Je n'avais pas prévu que vos propres enfants seraient aussi impitoyables que moi. Le feu avait baissé quand ils finirent de parler. Monique était venue et repartie plusieurs fois, apportant du thé, ajustant les oreillers de Pierre, s'assurant que le couple âgé avait tout ce dont il avait besoin. La tempête ne montrait aucun signe d'apaisement, mais à l'intérieur du château, le temps semblait suspendu, figé dans l'ambre par le poids des révélations. Pierre leur avait tout dit. Chaque lettre, chaque appel, chaque document légal. Il leur avait montré les rapports des détectives, l'analyse financière, la piste de preuve qui menait inexorablement à une seule conclusion, leurs enfants les dépouillaient systématiquement de tout depuis des années, tout en souriant, en les serrant dans leurs bras et en faisant semblant de s'en soucier. Et maintenant? Demanda Jean. Sa voix s'était renforcée au fil de la soirée, la couleur revenant à ses joues. Il se tenait plus droit dans son fauteuil, et Marie reconnut la posture. C'était la même qu'il avait adoptée des décennies plus tôt en affrontant un contremaître briseur de grève à l'usine. Les mêmes épaules carrées qu'il avait montrées lorsque leur plus jeune avait été diagnostiqué avec une pneumonie et que les factures menaçaient de les noyer. Jean, toujours un combattant, même maintenant. Cela dépend de ce que vous voulez, répondit Pierre. J'ai déjà changé mon testament pour tout vous laisser, ou plutôt, un trust établi en vos noms,
structuré de manière à ce que vos enfants ne puissent y accéder ni le contester. Mes avocats sont très bons et très créatifs. Les documents sont blindés. Nous ne voulons pas de votre argent. Les mots sortirent de la bouche de Marie avant qu'elle ne puisse les arrêter. Je veux dire, je suis reconnaissante. Vraiment. Mais prendre ce que mon père aurait dû avoir. C'est comme un vol, termina Jean. Le même crime qui nous a été fait, refait à quelqu'un d'autre. Pierre sourit, et pour la première fois, le sourire atteignit ses yeux. J'espérais que vous diriez ça. C'est exactement ce que Robert aurait dit. Il se déplaça dans son lit, grimaçant légèrement en se repositionnant. Scout se rapprocha immédiatement, se pressant contre le côté de son maître. Il y a une autre option. Plusieurs options, en fait. Mes avocats ont préparé une gamme de scénarios. Monique apporta un troisième dossier. Combien de dossiers y avait-il? Et Pierre lui fit signe de le donner à Jean. Option 1, vous acceptez l'héritage complet. Quelque part aux alentours de 200 millions d'euros, plus cette propriété et les parts de la société associée. Vous seriez riche au-delà de toute imagination, et vos enfants n'auraient aucun droit légal sur tout cela. Les mains de Jean tremblaient en tenant le dossier. 200 millions. Le nombre était si grand qu'il ne semblait pas réel. Option 2, nous établissons une fondation caritative au nom de votre père. La fondation Robert Mercier pour les droits des travailleurs, peut-être, ou toute autre cause que vous croyez qu'il aurait soutenue. La majeure partie de la succession va à cette fondation, et vous recevez un héritage plus modeste, assez pour vivre confortablement pour le reste de vos jours, pour voyager si vous le souhaitez, pour ne plus jamais vous soucier du loyer ou des factures médicales. Marie sentit quelque chose se desserrer dans sa poitrine. C'était plus juste. C'était quelque chose qu'elle pouvait accepter sans avoir l'impression de devenir ce qu'elle détestait. Option 3, continua Pierre, est une combinaison. Un héritage personnel, une partie pour la fondation, et le reste. Il fit une pause, et son expression changea, devenant presque espiègle. Le reste va dans un fonds juridique spécialement conçu pour poursuivre en justice ceux qui escroquent les personnes âgées. Vos enfants, Madame Dubois, seraient parmi les premières cibles. La pièce devint très silencieuse. Vous voulez qu'on les poursuive en justice? Dit lentement Jean. Je veux que vous ayez le choix. Que vous l'exerciez ou non est entièrement votre décision. Les yeux de Pierre croisèrent ceux de Marie. Ils vous ont volé. Ils ont imité vos signatures, manipulé vos finances, tenté de vous isoler dans un endroit où personne ne remarquerait si vous disparaissiez simplement. Ce sont des crimes. Des crimes graves. Mais je sais que ce sont aussi vos enfants. Et que rien de ce que je peux dire ne rendra cela moins compliqué. Ils restèrent avec Pierre jusqu'aux petites heures du matin, parlant de choses qui comptaient et de choses qui ne comptaient pas, partageant des histoires sur Robert Mercier, que Pierre avait aimé comme un frère avant de le détruire. Marie apprit des choses sur son père qu'elle n'avait jamais su, son sens de l'humour peint sans rire, son habitude de nourrir les chats errants derrière l'usine, la fois où il avait tenu tête à un homme de main de la pègre qui avait essayé de s'imposer dans leur entreprise. Il ne reculait jamais, dit Pierre, la voix pleine de souvenirs. C'était Robert. Une fois qu'il avait décidé que quelque chose était juste, c'était tout. Il se serait battu jusqu'au bout avant de faire des compromis. C'est comme ça qu'il m'a élevé, dit doucement Marie. Ma mère disait que je tenais mon entêtement de lui. Ce n'est pas de l'entêtement, c'est de l'intégrité. Les yeux de Pierre se fermaient maintenant, l'épuisement gagnant finalement. C'est ce que j'enviais le plus chez lui. Ce qui m'a le plus manqué après. Scout s'était endormi entre eux, son corps doré étendu sur le lit, sa respiration lente et régulière. Dans son sommeil, le chien semblait incroyablement jeune, toute la lassitude de son voyage à travers la tempête effacée. Il vous a trouvé, murmura Pierre, déjà à moitié endormi. Je l'ai envoyé tous les jours pendant une semaine en espérant. Le personnel pensait que j'étais fou. Peut-être que je l'étais. Mais il vous a trouvé. Il vous a ramené à la maison. Sa voix s'éteignit et en quelques instants, il dormait. Monique apparut silencieusement, comme elle semblait toujours le faire, et guida Marie et Jean jusqu'à la suite. La tempête avait enfin commencé à se calmer, le vent s'apaisant, la chute de neige passant d'un rideau à un voile. Vous devriez vous reposer, dit Monique. Demain apportera plus de décisions, plus de conversations.
Mais ce soir, vous êtes en sécurité. C'est suffisant. En sécurité? Quand Marie s'était-elle sentie en sécurité pour la dernière fois? Avant les papiers de procuration, avant les comptes consolidés, avant que ses enfants ne commencent leur vol lent et méthodique de tout ce qu'elle et Jean avaient construit. Mais elle le sentait maintenant, dans cette maison étrange avec cet étranger mourant et son chien loyal, et impersonnel qui la regardait comme si elle était quelque chose de précieux. Monique, dit-elle alors que la gouvernante se tournait pour partir. Depuis combien de temps Scout nous cherchait-il? Je veux dire. Monique s'arrêta à la porte. 5 jours. Chaque matin, il allait à la grille et attendait qu'on le laisse sortir. Nous avons essayé de l'arrêter. Le temps était dangereux, et il n'est plus jeune. Mais il restait assis là, à pleurer, jusqu'à ce que nous ouvrions les grilles. Puis il disparaissait pendant des heures, parfois toute la journée, revenant épuisé, mais déterminé. Comment savait-il qu'il devait nous chercher? Comment savait-il que nous venions? L'expression de Monique s'adoucit. Je ne sais pas, Madame Dubois. Monsieur Beaumont croyait que Scout pouvait sentir son souhait, son besoin désespéré de vous trouver avant qu'il ne soit trop tard. Je pense. Elle hésita. Je pense que les animaux comprennent plus que nous ne le croyons. Et je pense que ce chien ferait n'importe quoi pour l'homme qui l'a sauvé. Sauvé? Scout est un chien de refuge. Monsieur Beaumont l'a trouvé il y a 7 ans, sur le bord de cette même route. Renversé par une voiture, laissé pour mort dans un fossé. Il a arrêté sa voiture, a enveloppé le chien dans son manteau et a conduit 1 heure à travers une tempête pour trouver un vétérinaire d'urgence. La plupart des gens auraient continué leur route. Monique sourit. Monsieur Beaumont n'est pas comme la plupart des gens. Après son départ, Marie resta éveillée dans le lit inconnu, fixant le plafond. À côté d'elle, la respiration de Jean était lente et régulière, le sommeil l'ayant enfin emporté après le pire jour de leur vie. Ou peut-être le meilleur. Elle ne savait plus. Tout était enchevêtré. Trahison et rédemption, perte et découverte, chagrin et quelque chose qui ressemblait presque à de l'espoir. Scout avait été sauvé par Pierre, et maintenant Scout les avait sauvés. La symétrie semblait trop parfaite pour être une coïncidence. C'était comme autre chose. Le destin, peut-être, ou la grâce. Ou la simple vérité que la gentillesse a une façon de revenir, même quand cela prend des décennies, même quand elle passe par des étrangers et des tempêtes et les nuits les plus sombres de l'âme. Le matin arriva, gris et calme, la tempête enfin terminée. Marie se réveilla avec une lumière pâle filtrant à travers les rideaux et l'odeur de café venant de quelque part dans la vaste maison. Jean était déjà debout, à la fenêtre, regardant un monde transformé par la neige. « C'est magnifique, dit-il sans se retourner. Je n'ai jamais vu autant de neige. Toute la vallée est ensevelie. » Marie le rejoignit à la fenêtre. Il avait raison. Le paysage avait été refait pendant la nuit, chaque arête adoucie, chaque chose sombre recouverte de blanc. La route qu'ils avaient empruntée était complètement invisible, enfouie sous des congères qui atteignaient par endroits le premier étage du château. On ne pourrait pas partir même si on le voulait, observa Jean. Pas avant des jours, peut-être une semaine. Tu veux partir? Il resta silencieux un long moment. Puis, lentement, il se tourna pour la regarder. Je ne sais pas ce que je veux, mamie. Je pensais savoir qui étaient nos enfants. Je pensais. Sa voix se brisa. Je pensais que nous avions bien fait les choses pour eux. Je pensais que l'amour que nous leur avions donné était suffisant. Peut-être que ça l'était. Elle prit sa main, entrelaça ses doigts avec les siens. Peut-être qu'il voulait juste plus que ce que l'amour pouvait donner. Un léger coup à la porte les interrompit. Monique entra avec un plateau de petit déjeuner, son expression porteuse de nouvelles. Bonjour. J'espère que vous avez bien dormi. Elle posa le plateau sur la table du salon. Toast, fruits, encore du café. Monsieur Beaumont vous demande dès que vous aurez eu le temps de manger. Il dit qu'il a oublié de vous dire quelque chose hier soir et il craint de manquer de temps. Les mots restèrent en suspens. Manquer de temps. Un rappel que l'homme qui les avait cherchés pendant 3 ans, qui avait envoyé son chien dans un blizzard pour les trouver, était mourant. Ils mangèrent rapidement et suivirent Monique à travers les couloirs maintenant familiers jusqu'au bureau de Pierre. Il était réveillé, calé dans son lit d'hôpital,
semblant encore plus petit que la veille. Scout était couché à côté de lui, la tête du chien reposant sur la poitrine de son maître, se soulevant et s'abaissant à chaque respiration laborieuse. « Vous êtes revenu, dit Pierre, comme s'il en avait douté. Je m'inquiétais. Après tout ce que je vous ai dit. Je craignais que vous ne vouliez plus me voir. Vous nous avez sauvé la vie, dit simplement Marie. Votre chien nous a sauvé la vie. Le moins que nous puissions faire est d'écouter ce que vous avez à dire. Pierre sourit, mais cela lui coûta. Elle pouvait voir l'effort dans les rides autour de sa bouche, l'ombre de la douleur derrière ses yeux. Il y a encore une chose que je dois vous dire. Un dernier élément de l'histoire. Il fit une pause, rassemblant ses forces. C'est à propos de votre fille, Chloé. Le cœur de Marie sursauta. Quoi à propos de Chloé? Il y a 2 ans, lorsque mon détective enquêtait sur les finances de votre famille, il a découvert quelque chose d'inattendu. Votre fille Chloé posait des questions, fouinant dans les affaires de ses frères et sœurs, demandant des informations sur les documents de procuration, essayant de savoir pourquoi certains comptes avaient été regroupés. Pierre prit une profonde inspiration. Elle a compris ce que ses frères et sa sœur faisaient, et elle a essayé de les arrêter. La dispute, la distance soudaine, la disparition de Chloé des réunions de famille. Sandrine l'a découvert, continua Pierre. Elle et Stéphane ont menacé Chloé d'eux. Je ne suis pas sûr de quoi exactement. Quelque chose qui l'a suffisamment effrayée pour la faire reculer. Mais avant de le faire, Chloé a réussi à obtenir des copies des documents frauduleux. Elle les garde depuis 2 ans, attendant une occasion de les utiliser, attendant une preuve qui ne serait pas seulement sa parole contre celle de ses frères et sœurs. Comment savez-vous tout cela? Demanda Jean. Parce que Chloé m'a trouvé. Les yeux de Pierre brillaient maintenant, vivant d'une lueur féroce. Il y a 6 mois, elle a retrouvé mon détective et a demandé à me rencontrer. Elle cherchait la personne derrière toutes ces lettres que ses frères et sœurs interceptaient. Elle voulait comprendre qui essayait de joindre ses parents et pourquoi. Monique s'était déplacée dans un coin de la pièce. Elle revint maintenant avec une enveloppe, une simple enveloppe blanche. Banale, du genre que l'on pourrait utiliser pour une carte d'anniversaire. Elle m'a demandé de vous donner ceci, dit Pierre. Elle avait peur de vous contacter directement, peur que ses frères et sœurs le découvrent et mettent leurs menaces à exécution. Mais elle voulait que vous sachiez la vérité. Elle voulait que vous sachiez qu'elle a essayé. Marie prit l'enveloppe avec des mains tremblantes. Son nom était écrit sur le devant, de l'écriture familière de Chloé. Les mêmes lettres soignées qui avaient autrefois écrit « Je t'aime, maman » sur des cartes en papier de construction. La même écriture qui avait signé des cartes de Noël et des messages d'anniversaire pendant 40 ans. Elle l'ouvrit. « Chère maman et papa, si vous lisez ceci, alors le plan de Monsieur Beaumont a fonctionné. Je suis tellement désolé de ne pas avoir pu vous avertir plus tôt. Je suis désolé d'avoir disparu quand vous aviez le plus besoin de moi. Sandrine et Stéphane ont menacé de me faire interner si je n'arrêtais pas de poser des questions. Ils ont dit qu'ils diraient aux médecins que je faisais une dépression, que j'inventais des conspirations paranoïaques sur ma propre famille, et j'avais peur qu'ils puissent y arriver. Mais je n'ai jamais cessé d'essayer. Je rassemble des preuves depuis 2 ans, attendant le bon moment. Monsieur Beaumont m'a donné l'espoir que ce moment viendrait. Je vous aime tellement tous les deux. Je suis désolé de ne pas avoir été assez courageuse pour me battre plus fort. Je suis désolé de les avoir laissés gagner si longtemps. Quand tout cela sera fini, quand vous serez en sécurité, je veux vous revoir. Je veux tout vous expliquer face à face. Mais seulement si vous le voulez aussi. Je comprendrai si ce n'est pas le cas. Votre fille, toujours, Chloé. PS. J'ai joint des copies de tout, relevés bancaires, signatures imitées, transfert de propriété. Tout. Les avocats de Monsieur Beaumont disent que c'est suffisant pour envoyer Sandrine et Stéphane en prison pour très longtemps. Mais c'est à vous de décider, pas à moi. Je voulais juste que vous ayez la vérité. Marie leva les yeux de la lettre, des larmes coulant de nouveau sur son visage, mais des larmes différentes cette fois. Pas des larmes de chagrin ou de trahison. Des larmes d'autre chose. Chloé, murmura-t-elle. Notre Chloé. Elle n'a jamais cessé de vous aimer, dit doucement Pierre. Elle n'a jamais cessé de se battre. Elle a juste dû le faire depuis l'ombre, où ses frères et sœurs ne pouvaient pas la voir.
Jean prit la lettre des mains de Marie et la lut lui-même. Elle observa son visage pendant qu'il assimilait les mots, observa le passage de la confusion à la compréhension, à quelque chose qui ressemblait presque à de la joie. Elle ne nous a pas abandonnés, dit-il finalement. Elle nous protégeait de la seule manière qu'elle connaissait. Et maintenant, dit Pierre, grâce à un blizzard et à un chien très déterminé, vous pouvez vous protéger les uns les autres. Scout leva la tête à la mention de son nom, sa queue battant faiblement. Ses yeux dorés passèrent de Pierre à Marie à Jean, comme pour vérifier que tout le monde était toujours là, toujours en sécurité, toujours ensemble. Bon chien, murmura Pierre en caressant la tête du chien. Ainsi bon chien. La neige mit 5 jours à fondre suffisamment pour que les routes soient dégagées. 5 jours d'attente, de planification, de longues conversations dans le bureau de Pierre pendant que Scout somnolait entre eux. 5 jours pour apprendre qui ils étaient maintenant que tout ce qu'ils avaient cru avait été anéanti. Pierre s'affaiblissait de jour en jour. Le médecin venait 2 fois par jour, ajustant les médicaments, surveillant les signes vitaux, faisant le peu qui pouvait être fait pour un homme dont le corps avait simplement décidé qu'il était temps. Mais son esprit restait vif, et il utilisait chaque heure lucide pour s'assurer que Marie et Jean comprenaient ce qui allait arriver, quel choix ils avaient, à quoi leur avenir pourrait ressembler s'ils étaient assez courageux pour le revendiquer. La fondation est déjà établie, expliqua-t-il le 3e jour, sa voix plus faible maintenant, mais toujours stable. La Fondation Robert Mercier pour la justice économique. Elle fournira une aide juridique aux victimes âgées d'exploitation financière, des gens comme vous qui ont fait confiance à des membres de leur famille et ont été trahis. L'ironie ne m'échappe pas. Ce n'est pas de l'ironie, dit Marie. C'est de la rédemption. Pierre sourit à cela, l'expression adoucissant les angles vifs que la maladie avait creusés sur son visage. La rédemption ? Oui, je suppose que c'est ce que je poursuis depuis toutes ces années. Le 4e jour, Chloé arriva. Le bruit d'un moteur de voiture dans l'allée amena tout le monde aux fenêtres. Monique, le personnel de maison, même le docteur Bernard Martin, qui était resté pour la nuit en raison des inquiétudes concernant l'état déclinant de Pierre. Scout fut le premier à réagir, sautant de sa place à côté du lit de Pierre et courant à travers les couloirs, sa patte blessée apparemment oubliée dans son excitation. Le temps que Marie et Jean atteignent le hall d'entrée, la porte d'entrée était déjà ouverte. Une femme se tenait sur le seuil, la neige poudrant ses cheveux sombres, son visage pâle de froid et d'autres choses. La peur, peut-être, ou l'espoir, ou une combinaison trop complexe pour être nommée. Chloé. Elle paraissait plus âgée que dans le souvenir de Marie. Des rides autour des yeux qui n'étaient pas là il y a 2 ans, une lassitude dans sa posture qui parlait de nuit blanche et de lourds fardeaux. Mais ses yeux étaient les mêmes, bruns chauds, comme ceux de son père, remplis maintenant de larmes qu'elle luttait clairement pour contenir. « Maman » murmura-t-elle. « Papa ». Pendant un long moment, personne ne bougea. Le poids de 2 ans de silence pesait sur eux. Toutes les fêtes manquées, les appels téléphoniques sans réponse et les réunions de famille auxquelles Chloé avait été interdite d'assister. Marie pensa à toutes les fois où elle avait interrogé Sandrine sur Chloé. Toutes les excuses qu'on lui avait données, tous les mensonges qu'elle avait crus parce que l'alternative était trop douloureuse à envisager. Puis Jean s'avança, ouvrit les bras, et Chloé tomba dedans comme un enfant rentrant d'un cauchemar. « Je suis désolée, disait-elle, les mots étouffés contre son épaule. Je suis tellement désolée. Je voulais vous le dire. Je voulais vous avertir, mais ils ont dit. Ils ont dit qu'ils. Chut, la voix de Jean était rauque d'émotion. Tu es là maintenant. C'est ce qui compte. Tu es là. Marie les rejoignit, enlaçant sa fille et son mari, s'accrochant comme si la tempête pouvait revenir à tout moment et les déchirer à nouveau. Scout tournait autour d'eux, la queue battant frénétiquement, s'insérant dans l'étreinte, comme s'il comprenait lui aussi que c'était un moment de guérison, un moment où une famille se reconstituait après avoir été déchirée. Ils restèrent ainsi longtemps. 3 personnes et un chien doré, en silhouette contre le seuil enneigé d'un château qui était devenu, de manière impossible, une sorte de foyer. Chloé avait tout apporté. 2 ans de documentation minutieuse, organisée dans des classeurs et des dossiers, sauvegardés sur plusieurs disques durs stockés dans des endroits que ses frères et sœurs ne connaissaient pas. Des relevés bancaires montrant des transferts non autorisés. Des registres de propriété révélant les prêts contractés au nom de ses parents. Des fils de discussion par email entre Sandrine et Stéphane discutant de la manière de gérer la situation lorsque Marie et Jean commenceraient à poser des questions.
des appels téléphoniques enregistrés légaux dans leur état avec le consentement d'une seule partie dans lesquels ses frères et sœurs discutaient de la propriété en Provence et du loyer qu'ils pourraient en extraire avant que leurs parents ne deviennent trop dépendants. Je ne pouvais pas les arrêter directement, expliqua Chloé, étalant les documents sur l'immense table de la salle à manger. Sandrine a des relations ou des avocats, des médecins, des gens qui auraient soutenu sa version si elle avait essayé de me faire déclarer incompétente. Alors, j'ai joué le jeu. J'ai fait semblant d'accepter ses explications, je suis resté à l'écart des événements familiaux pour ne pas faire de gaffe, et j'ai rassemblé des preuves. Chaque pièce que je pouvais trouver. 2 ans, dit doucement Jean. Tu as passé 2 ans à vivre un mensonge pour nous protéger. Tu as passé 40 ans à te tuer au travail pour me protéger, la voix de Chloé était stable, mais ses mains tremblaient légèrement en organisant les papiers. Sandrine, Stéphane et Nicolas. Ils ont oublié ce que vous avez sacrifié. Moi, jamais. Les avocats de Pierre arrivèrent cet après-midi-là. 3 d'entre eux, des hommes et des femmes sérieux en costume sombre qui parlaient dans un jargon juridique prudent, mais dont les yeux montraient une chaleur sincère lorsqu'ils regardaient Marie et Jean. Ils examinèrent les preuves de Chloé, les recoupèrent avec leurs propres enquêtes et, le soir venu, avaient esquissé une voie à suivre. Vous avez plusieurs options, expliqua l'avocate principale, une femme aux cheveux argentés nommée Valérie Mercier. Des poursuites pénales sont certainement viables, faux et usage de faux, abus de faiblesse, exploitation financière, fraude. Vos autres enfants pourraient encourir des peines de prison importantes. Ou, continua-t-elle, nous poursuivons des recours civils, récupération des avoirs volés, dommages et intérêts, injonction empêchant tout contact futur. Cette voie est plus rapide, moins publique et ne vous oblige pas à témoigner contre vos propres enfants dans un procès pénal. Que recommanderiez-vous ? Demanda Jean. Valérie échangea un regard avec ses collègues. Honnêtement, une combinaison. Un signalement au pénal pour établir les faits, une action civile pour récupérer ce qui a été pris, et une ordonnance restrictive pour s'assurer qu'ils ne pourront plus jamais accéder à vos finances. Les preuves de votre fille Chloé rendent tout cela simple. La question est de savoir si vous voulez le poursuivre. Marie regarda Jean, puis Chloé, puis la montagne de paperasse qui représentait la trahison de ses enfants. 3 de ses 4 enfants avaient conspiré pour voler tout ce qu'elle et Jean avaient construit. Ils avaient imité des signatures, manipulé des comptes, vendu la maison familiale et envoyé leurs parents mourir dans un chalet de montagne tout en empochant les bénéfices. Mais ils étaient toujours ses enfants. Elle les avait portés dans son corps, les avait soignés pendant leur fièvre, avait veillé sur eux pendant leurs cauchemars, avait travaillé jusqu'à ce que ses mains saignent pour leur donner des opportunités qu'elle n'avait jamais eues. L'amour ne disparaissait pas simplement parce que la trahison était révélée. Cela compliquait juste les choses. Puis-je y réfléchir ? Demanda-t-elle. Bien sûr. Valérie commença à rassembler les documents. Prenez tout le temps dont vous avez besoin. Nous serons prêts quand vous le serez. Cette nuit-là, Marie s'assit seule avec Pierre pendant que les autres dormaient. La respiration du vieil homme était devenue plus laborieuse au cours des derniers jours. Chaque expiration portait un sifflement qui, selon le médecin, indiquait une accumulation de liquide dans ses poumons. Scout était couché contre son flanc, la chaleur du chien étant un réconfort qu'aucun médicament ne pouvait fournir. « Vous avez du mal à prendre une décision, dit Pierre. Ce n'était pas une question. Ce sont mes enfants. Ce sont aussi des criminels qui ont essayé de vous tuer. » Sa voix était douce, mais les mots étaient crus. Cette route, Marie, cette tempête. Si Scout ne vous avait pas trouvé. Je sais. Le savez-vous vraiment ? Il bougea légèrement, grimaçant au mouvement. J'ai passé 60 ans à essayer de me convaincre que ce que j'avais fait à votre père n'était pas aussi grave qu'il y paraissait. Qu'il s'en serait sorti, qu'il se serait remis, que je ne l'avais pas vraiment détruit. Je me suis raconté des histoires pour rendre la culpabilité supportable. Il tendit la main et Marie prit la sienne. Sa prise était faible, mais ses yeux étaient féroces. Vos enfants se sont racontés des histoires aussi. Que vous n'aviez pas vraiment besoin de cet argent. Que vous ne remarqueriez pas les avoirs manquants. Que le chalet en Provence était parfaitement adéquat, et si vous y mouriez, eh bien, au moins il n'aurait plus à s'inquiéter. Il lui serra la main. Ne leur trouvez pas d'excuses. Ne laissez pas l'amour vous aveugler sur ce qu'ils sont vraiment. Que sont-ils ? Exactement ce que j'étais.
cupides, égoïstes, prêts à sacrifier la vie de quelqu'un d'autre pour leur propre confort. Sa voix se brisa. La seule différence, c'est que j'ai vécu assez longtemps pour le regretter. Peut-être que s'ils font face aux conséquences maintenant, ils auront la chance de le regretter aussi. C'est peut-être la chose la plus gentille que vous puissiez faire pour eux. Pierre Beaumont mourut un mardi matin, 6 jours après la tempête. Cela se produisit tranquillement, dans la douce lumière grise de l'aube, avec Scout blotti contre lui et Marie lui tenant la main. Il lui avait demandé d'être là à la fin. Pas Monique, pas le médecin, mais Marie. La fille de l'homme qu'il avait lésé, la femme qu'il avait passé 3 ans à essayer de trouver. Merci, murmura-t-il dans la dernière heure, de m'avoir pardonné. Merci à vous, répondit-elle, de n'avoir jamais abandonné. D'avoir envoyé Scout dans la tempête. De nous avoir donné une chance. Son dernier souffle vint alors que le soleil se levait sur les montagnes, peignant les sommets enneigés de teintes d'or et de rose. Scout leva la tête, gémit une fois, puis se recoucha, se pressant plus près du corps qui avait été son foyer pendant 7 ans. Les funérailles furent modestes. Pierre avait survécu à la plupart de ses amis et n'avait pas de famille à proprement parler. Mais le personnel de la maison vint, ainsi que le docteur Bernard Martin et les avocats qui avaient travaillé avec lui pendant des décennies. Chloé se tenait entre ses parents, sa main dans celle de sa mère, tandis qu'un pasteur qui n'avait jamais rencontré Pierre prononçait des mots sur la rédemption et la grâce. Ensuite, Valérie Mercier lut le testament. Tout le château, les parts de la société, les investissements, les fondations caritatives alla au trust établi au nom de Marie et Jean. La valeur totale, une fois tous les actifs calculés, dépassait 240 millions d'euros. Il voulait que vous ayez le choix, expliqua Valérie. Vous pouvez vivre ici, vendre la propriété, tout donner, ou n'importe quelle combinaison. Le trust est structuré pour protéger ses actifs de toute réclamation que vos autres enfants pourraient faire. Ils ne pourront jamais toucher à cet argent. Et Scout ? Demanda Jean, car bien sûr, il le fit. Le chien n'avait pas quitté le chevet de Pierre depuis sa mort, refusant la nourriture, refusant l'eau, simplement couché là dans un deuil silencieux. Scout est spécifiquement mentionné dans le testament, dit Valérie avec un petit sourire. Monsieur Beaumont a créé un fonds séparé pour ses soins et vous a nommé comme ses tuteurs. Il espérait. Elle s'éclaircit la gorge. Il espérait que le chien pourrait vous aider comme il a aidé Monsieur Beaumont. Apparemment, Scout a un don pour trouver les gens qui ont besoin de lui. Marie regarda le Golden Retriever, toujours couché sur le lit vide de Pierre, son museau grisonnant avec l'âge, ses yeux portant une tristesse qui semblait presque humaine. « Viens ici, Scout » appela-t-elle doucement. Le chien leva la tête, la regarda un long moment, puis descendit lentement du lit. Il traversa la pièce avec la digne prudence d'une vieille âme qui avait trop vu, et pressa son corps contre les jambes de Marie. « Bon chien » murmura-t-elle en caressant sa douce fourrure. « Ainsi bon chien. » Ils décidèrent de rester. Pas pour toujours, peut-être, mais pour l'instant. Pour l'hiver au moins. Le temps de comprendre à quoi ressemblerait leur nouvelle vie. Le château était trop grand pour 3 personnes et un chien, mais il était aussi chaleureux, sûr et payé, ce qui était plus que ce qu'ils avaient eu une semaine auparavant. Chloé s'installa dans l'une des suites d'invités et commença le lent processus de reconnexion avec les parents qu'elle avait été forcée d'abandonner. Ils parlèrent pendant des heures, comblant les lacunes de 2 ans de silence, partageant des histoires qui avaient été gardées en isolement. Marie apprit que Chloé avait consulté un thérapeute pour gérer la culpabilité de ne pas avoir pu arrêter ses frères et sœurs, qu'elle avait failli appeler une 12aine de fois mais avait toujours perdu courage, qu'elle avait pleuré pendant des jours en apprenant la vente de la maison. « Je pensais vous avoir perdu pour toujours », admit Chloé un soir alors qu'ils étaient assis près du feu dans la suitaie. « Je pensais que Sandrine vous enverrait quelque part où je ne vous trouverais jamais et que vous mourriez en pensant que je ne m'en souciais pas. »« Nous pensions que tu nous avais abandonnés, » dit Marie. « Honnêtement, ça a fait plus mal que tout le reste. Pas les manigances de Sandrine ou la cupidité de Stéphane. Juste l'idée que notre plus jeune, notre plus douce, était partie. J'aurais dû être plus courageuse. Tu as été assez courageuse. Tu devais juste être prudente aussi. » Marie prit la main de sa fille. « Nous sommes là maintenant. C'est ce qui compte. » Scout avait commencé à se remettre de son deuil, bien qu'il soit plus calme maintenant, plus réfléchi. Il passait ses journées à se déplacer entre les membres de la famille, veillant sur chacun d'eux,
comme pour s'assurer que personne d'autre ne disparaîtrait. La nuit, il dormait au pied du lit de Marie et Jean, son poids chaud étant un réconfort contre le froid persistant d'un hiver qui avait failli les tuer. La confrontation eut lieu 3 semaines après les funérailles, lorsque les routes furent complètement dégagées et que les avocats eurent fini de déposer les documents nécessaires. Sandrine arriva la première, dans une voiture de location qu'elle conduisit sur la longue allée du château avec la vitesse agressive de quelqu'un qui n'arrivait pas à croire ce qu'elle voyait. Stéphane arriva 1 heure plus tard, et Nicolas après lui, tous apparemment convoqués par la même nouvelle, leurs parents, présumés morts ou isolés en toute sécurité en Provence, avaient refait surface en tant que bénéficiaires d'une succession de plus de 200 millions d'euros. Monique les accueillit à la porte et refusa de les laisser entrer. « Madame et Monsieur Dubois m'ont demandé de vous informer que vous n'êtes pas les bienvenus sur cette propriété, dit-elle, sa voix portant l'acier de quelqu'un qui avait trop vu pour être intimidé. Toute communication doit passer par leurs avocats. C'est de la folie, aboya Sandrine. Ce sont nos parents. Nous avons le droit de les voir. Vous n'avez aucun droit ici, répondit Monique. La propriété est privée, et les propriétaires ont fait connaître leurs souhaits. Je veux leur parler moi-même. Ce ne sera pas possible. La dispute continua, de plus en plus forte, jusqu'à ce que Scout apparaisse aux côtés de Monique. Le chien n'aboya pas, ne grogna pas, se contenta de se tenir là, ses yeux dorés fixés sur Sandrine avec une intensité qui la fit reculer involontairement. « Qu'est-ce que cette chose fait ici » demanda Stéphane. « C'est le chien de qui » ? Il appartient à la succession, dit Monique. Et c'est un excellent juge de caractère. D'une fenêtre à l'étage, Marie regarda ses enfants aux 3 de ses 4 enfants enragés, menacés et finalement battre en retraite vers leur voiture. Sandrine était au téléphone avant même d'avoir fermé la portière, appelant probablement son avocat. Stéphane donna un coup de pied dans le pneu de sa voiture de location de frustration. Nicolas resta assis sur son siège conducteur, fixant le château avec une expression que Marie ne pouvait pas déchiffrer. « Ça va » demanda Jean, venant se tenir à côté d'elle. « Non, admit-elle. Mais ça ira. Le processus juridique prit des mois. » Sandrine et Stéphane se battirent sur tout, contestèrent le testament, défièrent la structure du trust, déposèrent motion sur motion pour tenter de récupérer une partie de la fortune qu'ils croyaient leur revenir de droit. Leurs avocats arguèrent que Pierre Beaumont avait été mentalement incompétent, que Marie et Jean l'avaient indûment influencé, que tout l'arrangement était frauduleux. Rien ne fonctionna. Valérie Mercier et son équipe avaient anticipé chaque objection, s'étaient préparés à chaque attaque. Pierre avait subi des évaluations régulières de compétences mentales, documentées par des médecins indépendants. Le trust était structuré selon des décennies de jurisprudence, et les preuves de Chloé sur les crimes de ses frères et sœurs planaient sur chaque procédure comme une épée, prête à tomber s'il poussait trop loin. Finalement, Sandrine et Stéphane acceptèrent un accord. Ils abandonneraient toutes leurs prétentions sur la succession en échange de l'abandon des poursuites pénales par la famille. C'était plus qu'ils ne méritaient, mais Marie ne pouvait se résoudre à envoyer ses propres enfants en prison. Peut-être que c'était de la faiblesse. Peut-être que c'était de l'amour. Elle avait cessé d'essayer de faire la différence. Nicolas était différent. Il avait été le plus jeune des conspirateurs, celui qui avait suivi plutôt que mené. Et lorsque l'accord était en cours de négociation, il demanda à parler directement à ses parents. Ils se rencontrèrent dans un lieu neutre, le cabinet d'avocats de la ville la plus proche, avec des avocats présents des 2 côtés. Nicolas paraissait plus vieux que ses 42 ans, son visage marqué par le stress, ses mains agitées sur ses genoux. « Je n'attends pas de pardon, dit-il, sans tout à fait les regarder dans les yeux. Je veux juste que vous sachiez que je ne comprenais pas ce que nous faisions. Sandrine a dit que c'était pour le mieux. Elle a dit que vous n'étiez plus capable de gérer vos propres affaires. Elle a dit que la maison de retraite en Provence avait d'excellents soins, que vous y seriez plus heureux. Tu as cru ça ? Demanda Jean. Sa voix était neutre, mais Marie pouvait sentir la tension dans son corps. Nicolas resta silencieux un long moment. Je voulais le croire. C'était plus facile que de poser des questions. Et les lettres, les appels, les documents de M. Beaumont ? Sandrine s'occupait de ça. Elle disait que c'était des arnaques. Il s'arrêta, déglutit difficilement. Je ne voulais pas savoir, alors je n'ai pas regardé. Ce n'étaient pas des excuses. Pas vraiment.
Ce n'était pas une prise de responsabilité. Mais c'était de l'honnêteté. Et c'était quelque chose. J'espère que tu trouveras ce que tu cherches, Nicolas, dit finalement Marie. J'espère que tu deviendras quelqu'un dont tes enfants pourront être fiers. Mais je ne peux plus t'avoir dans ma vie. Pas après ça. Nicolas hocha lentement la tête, ses yeux brillants de larmes non versées. Je comprends. Il partit sans un autre mot, et Marie le regarda s'éloigner avec un chagrin sans contour net. Un chagrin pour le fils qu'elle avait élevé, l'homme qu'il était devenu, la relation qu'il n'aurait plus jamais. Parfois, les routes les plus sombres mènent à une lumière inattendue. La gentillesse rendue est la seule richesse qui compte. La famille, c'est ceux qui sont là. Et il n'est jamais trop tard pour trouver son chemin vers la maison. Marie, Jean, et Chloé, avec Scout à leur côté, commencèrent à construire la leur, ici, dans le château né d'une trahison, et maintenant, le foyer de la rédemption.